Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans, des shoots et du shit, je dirais en substance, ceci. Touchez pas à la poussière d'ange, angel destin, shoot ou en shit, zéro héros à l'infini. Je dis, dites-leur et dis-leur de casser la gueule aux dealers qui dans l'ombre attendent leur heure, l'horreur des mines nuit. Et nous nous trouvons justement dans l'émission Voyage au bout de la nuit pour lire les paradis artificiels de Baudelaire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. Nous allons poursuivre la lecture de ce fabuleux livre. Bonne soirée. Je ne vous ai rien appris, sans doute, de bien nouveau. Le vin est connu de tous. Il est aimé de tous. Quand il y aura un vrai médecin philosophe, chose qui ne se voit guère, il pourra faire une puissante étude sur le vin. Une sorte de psychologie double dont le vin et l'homme composent les deux termes. Il expliquera comment et pourquoi certaines boissons contiennent la faculté d'augmenter outre mesure la personnalité de l'être pensant et de créer pour ainsi dire une troisième personne, opération mystique où l'homme naturel et le vin, le dieu animal et le dieu végétal, jouent le rôle du Père et du Fils dans la Trinité. Ils engendrent un Saint-Esprit, qui est l'homme supérieur, lequel procède également des deux. Il y a des gens chez qui le dégourdissement du vin est si puissant que leurs jambes deviennent plus fermes et l'oreille excessivement fine. J'ai connu un individu dont la vue affaiblie retrouvait dans l'ivresse toute sa force perçante primitive. Le vin changeait la taupe en aigle. Un vieil auteur inconnu a dit « Rien n'égale la joie de l'homme qui boit, si ce n'est la joie du vin d'être bu. » En effet, le vin joue un rôle intime dans la vie de l'humanité, si intime que je ne serais pas étonnée que, séduit par une idée panthéistique, quelques esprits raisonnables lui attribuassent une espèce de personnalité. Le vin et l'homme font l'effet de deux lutteurs amis, sans cesse combattants, sans cesse réconciliés. Le vaincu embrasse toujours le vainqueur. Il y a des ivrognes méchants, ce sont des gens naturellement méchants. L'homme mauvais devient exécrable, comme le bon devient excellent. Je vais parler tout à l'heure d'une substance mise à la mode depuis quelques années, espèce de drogue délicieuse pour une certaine catégorie de dilettantistes, dont les effets sont bien autrement foudroyants et puissants que ceux du vin. J'en décrirai avec soin tous les effets, puis, reprenant la peinture des différentes efficacités du vin, je comparerai ces deux moyens artificiels par lesquels l'homme, exaspérant sa personnalité, crée, pour ainsi dire, en lui une sorte de divinité. Je montrerai les inconvénients du hashish, dont le moindre, malgré les trésors de bienveillance inconnus qu'il fait germer en apparence dans le cœur ou plutôt dans le cerveau de l'homme, dont le moindre défaut, dis-je, est d'être antisocial, tandis que le vin est profondément humain, et j'oserais presque dire l'homme d'action. Homme d'action. 4. Le hashish. Revenons sur le hashish. Quand on fait la moisson du chanvre, il se passe quelquefois d'étranges phénomènes dans la personne des travailleurs mâles et femelles. On dirait qu'ils s'élèvent de la moisson. Je ne sais quel esprit vertigineux qui circule autour des jambes et monte malicieusement jusqu'au cerveau. La tête du moissonneur est pleine de tourbillons. D'autres fois, elle est chargée de rêveries. Les membres s'affaiblissent et refusent le service. Du reste, il m'est arrivé à moi, enfant, jouant et me roulant dans des amas de luzerne, des phénomènes analogues. On a essayé de faire du hashish avec du chanvre de France. Tous les essais jusqu'à présent ont été mauvais.
Et les enragés qui veulent à tout prix se procurer des jouissances féeriques ont continué à se servir du hashish qui avait traversé la Méditerranée, c'est-à-dire fait avec du chanvre indien ou égyptien. La composition du hashish est faite d'une décoction de chanvre indien, de beurre et d'une petite quantité d'opium. Voici une confiture verte, singulièrement odorante, tellement odorante qu'elle soulève une certaine répulsion, comme le ferait du reste toute odeur fine portée à son maximum de force et pour ainsi dire de densité. Prenez-en gros, comme une noix, remplissez-en une petite cuillère et vous possédez le bonheur absolu avec toutes ses ivresses, toutes ses folies de jeunesse et aussi ses béatitudes infinies. Le bonheur est là, sous la forme d'un petit morceau de confiture. Prenez-en sans crainte, on n'en meurt pas. Les organes physiques n'en reçoivent aucune atteinte grave. Peut-être votre volonté en sera-t-elle amoindrie. Ceci est une autre affaire. Généralement, pour donner au hashish toute sa force et tout son développement, il faut le délayer dans du café noir très chaud et le prendre à jeun. Le dîner est rejeté vers 10h ou minuit. Une soupe très légère seule est permise. Une infraction à cette règle si simple produirait ou des vomissements, le dîner se querellant avec la drogue, ou l'inefficacité du hashish. Beaucoup d'ignorants ou d'imbéciles qui se conduisent ainsi accusent le hashish d'impuissance. À peine la petite drogue absorbée, opération qui du reste demande une certaine résolution, car ainsi que je l'ai dit, la mixture est tellement odorante qu'elle cause à quelques personnes des velléités de nausée, vous vous trouvez immédiatement placé dans un état anxieux. Vous avez entendu vaguement parler des effets merveilleux du hashish. Votre imagination s'est fait une idée particulière, un idéal d'ivresse, et il vous tarde de savoir si la réalité, si le résultat sera adéquat à votre préconception. Le temps qui s'écoule entre l'absorption du breuvage et les premiers symptômes varie suivant les tempéraments et aussi suivant l'habitude. Les personnes qui ont la connaissance et la pratique du hashish sentent quelquefois au bout d'une demi-heure les premiers symptômes de l'invasion. J'ai oublié de dire que le hashish causant dans l'homme une exaspération de sa personnalité et en même temps un sentiment très vif des circonstances et des milieux, il était convenable de ne se soumettre à son action que dans des milieux et des circonstances favorables. Toute joie, tout bien-être étant surabondant, toute douleur, toute angoisse est immensément profonde. Ne faites pas par vous-même une pareille expérience. Si vous avez à accomplir quelques affaires désagréables, si votre esprit se trouve porté au spleen, si vous avez un billet à payer. Je l'ai dit, le hashish est impropre à l'action. Il ne console pas comme le vin. Il ne fait que développer outre mesure la personnalité humaine dans les circonstances actuelles où elle est placée, autant qu'il se peut. Il faut un bel appartement ou un beau paysage, un esprit libre et dégagé, et quelques complices dont le tempérament intellectuel se rapproche du vôtre. Un peu de musique aussi, il est possible. La plupart du temps, les novices, à leur première initiation, se plaignent de la lenteur des effets. Ils les attendent avec anxiété et comme cela ne va pas assez vite, à leur gré, ils font des fanfaronnades d'incrédulité qui réjouissent beaucoup ceux qui connaissent les choses et la manière dont le hashish se gouverne. Ce n'est pas une des choses les moins comiques que de voir les premières atteintes apparaître et se multiplier. Au milieu même de cette incrédulité, d'abord une certaine hilarité saugrenue et irrésistible s'empare de vous. Les mots les plus vulgaires, les idées les plus simples prennent une physionomie bizarre et nouvelle. Cette gaieté que vous êtes insupportable à vous-même, mais il est inutile de regimber. Le démon vous a envahi. Tous les efforts que vous ferez pour résister ne serviront qu'à accélérer le progrès du mal. Vous riez de votre niaiserie et de votre folie. Vos camarades vous rient au nez et vous ne leur en voulez pas car la bienveillance commence à se manifester. Cette gaieté languissante, ce malaise dans la joie, cette insécurité, cette indécision de la maladie dure généralement peu de temps. Il arrive quelquefois que des gens tout à fait impropres au jeu de mots improvisent des enfilades interminables de calembours, des rapprochements d'idées tout à fait improbables, et fait pour dévoyer les maîtres les plus forts dans cette art saugrenue.
Au bout de quelques minutes, les rapports d'idées deviennent tellement vagues, les fils qui relient vos conceptions sont si ténus que vos complices, vos coreligionnaires, seuls, peuvent vous comprendre. Votre folâtrerie, vos éclats de rire paraissent le comble de la sottise à tout homme qui n'est pas dans le même état que vous. La sagesse de ce malheureux vous réjouit outre mesure. Son sang-froid vous pousse aux dernières limites de l'ironie. Il vous paraît le plus fou et le plus ridicule de tous les hommes. Quant à vos camarades, vous vous entendez parfaitement avec eux. Bientôt, vous ne vous entendez plus que par les yeux. Le fait est que c'est une situation passablement comique que celle d'hommes qui jouissent d'une gaieté incompréhensible pour qui n'est pas situé dans le même monde qu'eux. Et ils le prennent en profonde pitié. Dès lors, l'idée de supériorité pointe à l'horizon de votre intellect. Bientôt, elle grandira démesurément. J'ai été témoin dans cette première phase de 2 scènes assez grotesques. Un musicien célèbre qui ignorait les propriétés du hashish et n'en avait peut-être jamais entendu parler arrive au milieu d'une société où presque tout le monde en avait pris. On essaye de lui faire comprendre ses merveilleux effets et il rit avec grâce comme un homme qui veut bien poser quelques minutes par esprit de bienséance parce qu'il est bien élevé. On rit beaucoup car l'homme qui a pris du hashish est dans la première phase doué d'une merveilleuse intelligence du comique. Les éclats de rire, les énormités incompréhensibles, les jeux de mots inextricables, les gestes baroques continuent. Le musicien déclare que cette charge d'artiste est mauvaise, que d'ailleurs elle doit être bien fatigante pour les auteurs. La joie augmente. Cette charge est peut-être bonne pour vous. Pour moi, non, dit-il. Il suffit qu'elle soit bonne pour nous, réplique égoïstement un des malades. Des éclats de rire interminables remplissent la salle. Mon homme se fâche et veut s'en aller. Quelqu'un ferme la porte et cache la clé. Un autre se met à genoux devant lui et lui déclare en pleurant au nom de toute la société que si elle est émue pour lui et pour son infériorité de la plus profonde pitié, elle n'en sera pas moins animée d'une éternelle bienveillance. On le supplie de faire de la musique. Il se résigne. À peine le violon s'était-il fait entendre que les sons qui se répandaient dans l'appartement empoignaient ça et là quelqu'un des malades. Ce n'était que des soupirs profonds, sanglots, gémissements déchirants, torrents de pleurs. Le musicien épouvanté s'arrête. Il se croit dans une maison de fous. Il s'approche de celui dont la béatitude faisait le plus de tapage. Il lui demande s'il souffre beaucoup et ce qu'il faudrait faire pour le soulager. Un esprit positif qui, lui non plus, n'avait pas goûté de la drogue béatifique, propose de la limonade et des acides. Le malade, l'extase dans les yeux, le regarde avec un indicible mépris. C'est son orgueil qui le sauve des plus graves injures. En effet, quoi de plus propre à exaspérer un malade de joie que de vouloir le guérir ? Voici un phénomène extrêmement curieux, selon moi. Une domestique chargée d'apporter du tabac et des rafraîchissements à des gens pris de hashish, se voyant entourée de têtes bizarres, Dieu démesurément agrandi et comme circonvenu par une atmosphère malsaine, par cette folie collective, par d'un éclat de rire insensé, laisse tomber le plateau qui se brise avec toutes les tasses et les verres et s'enfuit, épouvantée à toutes jambes. Tout le monde rit. Elle a avoué le lendemain avoir éprouvé quelque chose de singulier pendant plusieurs heures, avoir été toute drôle, toute... je ne sais comment. Cependant, elle n'avait pas pris de hashish. La seconde phase s'annonce par une sensation de fraîcheur aux extrémités, une grande faiblesse. Vous avez, comme on dit, des mains de beurre, une lourdeur de tête, une stupéfaction générale dans tout votre être. Vos yeux s'agrandissent, ils sont comme tirés dans tous les sens par une extase implacable. Votre face se remplit de pâleur, elle devient livide et verdâtre. Les lèvres se rétrécissent, se raccourcissent et semblent vouloir rentrer en dedans. Des soupirs rauques et profonds s'échappent de votre poitrine.
Comme si votre nature ancienne ne pouvait pas supporter le poids de votre nature nouvelle. Les sens deviennent d'une finesse et d'une acuité extraordinaires. Les yeux percent l'infini. L'oreille perçoit les sons les plus insaisissables au milieu des bruits les plus aigus. Les hallucinations commencent. Les objets extérieurs prennent des apparences monstrueuses. Ils se révèlent à vous sous des formes inconnues jusque-là. Puis ils se déforment, se transforment et enfin, ils entrent dans votre être ou bien vous entrez en eux. Les équivoques les plus singulières, les transpositions d'idées les plus inexplicables ont lieu. Les sons ont une couleur, les couleurs ont une musique. Les notes musicales sont des nombres et vous résolvez avec une rapidité effrayante de prodigieux calculs d'arithmétique. À mesure que la musique se déroule dans votre oreille, vous êtes assis et vous fumez. Vous croyez être assis dans votre pipe. Et c'est vous que votre pipe fume. C'est vous qui vous exhalez sous la forme de nuages bleuâtres. Vous vous y trouvez bien. Une seule chose vous préoccupe et vous inquiète. Comment ferez-vous pour sortir de votre pipe? Cette imagination dure une éternité. Un intervalle de lucidité avec un grand effort vous permet de regarder à la pendule. L'éternité a duré 1 minute. Un autre courant d'idées vous emporte. Il vous emportera pendant 1 minute dans son tourbillon vivant. Et cette minute sera encore une éternité. Les proportions du temps et de l'être sont dérangées par la multitude innombrable et par l'intensité des sensations et des idées. On vit plusieurs vies d'hommes en l'espace d'1 heure. C'est bien là le sujet de la peau du chagrin. Et il n'y a plus d'équation entre les organes et les jouissances. De temps en temps, la personnalité disparaît. L'objectivité, qui fait certains poètes panthéistiques et les grands comédiens, devient telle que vous vous confondez avec les êtres extérieurs. Vous voici arbre mugissant au vent et racontant à la nature des mélodies végétales. Maintenant, vous planez dans l'azur du ciel immensément agrandi. Toute douleur a disparu, vous ne luttez plus, vous êtes emporté, vous n'êtes plus votre maître et vous ne vous en affligez plus. Tout à l'heure, l'idée du temps disparaîtra complètement. De temps en temps, encore un petit réveil a lieu. Il vous semble que vous sortez d'un monde merveilleux et fantastique. Vous gardez, il est vrai, la faculté de vous observer vous-même et demain, vous aurez conservé le souvenir de quelques-unes de vos sensations. Mais cette faculté psychologique, vous ne pouvez pas l'appliquer. Je vous défie de tailler une plume ou un crayon. Ce serait un labeur au-dessus de vos forces. D'autres fois, la musique vous raconte des poèmes infinis, vous place dans des drames effrayants ou féeriques. Elle s'associe avec les objets qui sont sous vos yeux. Les peintures du plafond, même médiocres ou mauvaises, prennent une vie effrayante. L'eau limpide et enchanteresse coule dans le gazon qui tremble. Les nymphes aux chairs éclatantes vous regardent avec des grands yeux plus limpides que l'eau et l'azur. Vous prendriez votre place et votre rôle dans les plus méchantes peintures, les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des auberges. J'ai remarqué que l'eau prenait un charme effrayant pour tous les esprits un peu artistes illuminés par le hashish. Les eaux courantes, les jets d'eau, les cascades harmonieuses, l'immensité bleue de la mer roulent, dorment, chantent au fond de votre esprit. Il ne serait peut-être pas bon de laisser un homme en cet état au bord d'une eau limpide. Comme le pêcheur de la ballade, il se laisserait peut-être entraîner par l'ondine. Vers la fin de la soirée, on peut manger. Mais cette opération ne s'accomplit pas sans peine. On se trouve tellement au-dessus des faits matériels qu'on préférerait certainement rester couché tout de son long au fond de son paradis intellectuel. Quelquefois, cependant, l'appétit se développe d'une manière extraordinaire, mais il faut un grand courage pour remuer une bouteille, une fourchette et un couteau. La troisième phase, séparée de la seconde par un vide redoublement de crise, une ivresse vertigineuse suivie d'un nouveau malaise et quelque chose d'indescriptible. C'est ce que les orientaux appellent le kiff. C'est le bonheur absolu. Ce n'est plus que quelque chose de tourbillonnant et de tumultueux. C'est une béatitude calme et immobile. Tous les problèmes philosophiques sont résolus. Toutes les questions ardues contre lesquelles s'escriment les théologiens
et qui font le désespoir de l'humanité résonante sont limpides et clairs. Toute la contradiction est devenue unité. L'homme est passé Dieu. Il y a en vous quelque chose qui dit « Tu es supérieur à tous les hommes, nul ne comprend ce que tu penses, ce que tu sens maintenant. » Ils sont même incapables de comprendre l'immense amour que tu éprouves pour eux. Mais il ne faut pas les haïr pour cela, il faut avoir pitié d'eux. Une immensité de bonheur et de vertu s'ouvre devant toi. Nul ne saura jamais à quel degré de vertu et d'intelligence tu es parvenu. Vis dans la solitude de ta pensée et évite d'affliger les hommes. Un des effets les plus grotesques du hashish est la crainte poussée jusqu'à la folie, la plus méticuleuse, d'affliger qui que ce soit. Vous déguiseriez même, si vous en aviez la force, l'état extranaturel où vous êtes, pour ne pas causer d'inquiétude au dernier des hommes. Dans ce suprême état, l'amour, chez les esprits tendres et artistiques, prend les formes les plus singulières et se prête aux combinaisons les plus baroques. Un libertinage effréné peut se mêler à un sentiment de paternité ardente et affectueuse. Ma dernière observation ne sera pas la moins curieuse. Quand le lendemain matin, vous voyez le jour installé dans votre chambre, votre première sensation est un profond étonnement. Le temps avait complètement disparu. Tout à l'heure, c'était la nuit. Maintenant, c'est le jour. Ai-je dormi ou n'ai-je pas dormi? Mon ivresse a-t-elle duré toute la nuit? Et la notion du temps étant supprimée, la nuit entière n'a-t-elle eu pour moi à peine que la valeur d'une seconde? Ou bien ai-je été ensevelie dans les voiles d'un sommeil plein de visions? Il est impossible de le savoir. Il vous semble que vous éprouvez un bien-être et une légèreté d'esprit merveilleuse. Nulle fatigue. Mais à peine êtes-vous debout qu'un vieux reste d'ivresse se manifeste. Vos jambes faibles vous conduisent avec timidité. Vous craignez de vous casser comme un objet fragile. Une grande langueur qui ne manque pas de charme s'empare de votre esprit. Vous êtes incapable de travail et d'énergie dans l'action. C'est la punition méritée de la prodigalité impie avec laquelle vous avez fait une si grande dépense de fluide nerveux. Vous avez jeté votre personnalité aux quatre vents du ciel. Et maintenant, vous avez de la peine à rassembler et à la concentrer. Je ne dis pas que le hashish produise sur tous les hommes tous les effets que je viens de décrire. J'ai raconté à peu de choses près les phénomènes qui se produisent généralement, sauf quelques variantes chez les esprits artistiques et philosophiques. Mais il y a des tempéraments chez qui cette drogue ne développe qu'une folie tapageuse, une gaieté violente, qui ressemble à du vertige, des danses, des sauts, des trépignements, des éclats de rire. Ils ont pour ainsi dire un hashish tout matériel. Ils sont insupportables aux spiritualistes, qui les prennent en grande pitié. Leur vilaine personnalité fait éclat. J'ai vu une fois un magistrat respectable, un homme honorable, comme disent de même les gens du monde, un de ces hommes dont la gravité artificielle impose toujours au moment où le hashish fit invasion en lui, se mettre brusquement à sauter un cancan des plus indécents. Le monstre intérieur et véridique se révélait. Cet homme qui jugeait les actions de ses semblables, ce Togatus, avait appris le cancan en cachette. Ainsi, l'on peut affirmer que cette impersonnalité, cet objectivisme dont j'ai parlé et qui n'est que le développement excessif de l'esprit poétique, ne se trouvera jamais dans le hashish de ces gens-là. En Égypte, le gouvernement défend la vente et le commerce du hashish. À l'intérieur du pays, du moins. Les malheureux qui ont cette passion viennent chez le pharmacien prendre sous le prétexte d'acheter une autre drogue leur petite dose préparée à l'avance. Le gouvernement égyptien a bien raison. Jamais un État raisonnable ne pourrait subsister avec l'usage du hashish. Cela ne fait ni des guerriers ni des citoyens. En effet, il est défendu à l'homme, sous peine de déchéance et de mort intellectuelle, de déranger les conditions primordiales de son existence et de rompre l'équilibre de ses facultés avec les milieux. S'il existait un gouvernement qui eût intérêt à corrompre ses gouvernés, il n'aurait qu'à encourager l'usage du hashish.
On dit que cette substance ne cause aucun mal physique. Cela est vrai, jusqu'à présent du moins, car je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire qu'un homme qui ne ferait que rêver et serait incapable d'action se porterait bien quand même. Tous ses membres seraient en bon état. Mais c'est la volonté qui est attaquée, et c'est l'organe le plus précieux. Jamais un homme qui peut, avec une cuillerée de confiture, se procurer instantanément tous les biens du ciel et de la terre, n'en acquérera la millième partie par le travail. Il faut avant tout vivre et travailler. L'idée m'est venue de parler du vin et du hashish dans le même article, parce qu'en effet, il y a en eux quelque chose de commun. Le développement poétique, excessif de l'homme. Le goût frénétique de l'homme pour toutes les substances, saines ou dangereuses, qui exactent sa personnalité, témoigne de sa grandeur. Il aspire toujours à réchauffer ses espérances et à s'élever vers l'infini. Mais il faut voir les résultats. Voici une liqueur qui active la digestion, fortifie les muscles et enrichit le sang. Prise en grande quantité, même, elle ne cause que des désordres assez courts. Voilà une substance qui interrompt les fonctions digestives, qui affaiblit les membres et qui peut causer une ivresse de 24 heures. Le vin exalte la volonté. Le hashish l'annihile. Le vin est un support physique. Le hashish est une arme pour le suicide. Le vin rend bon et sociable. Le hashish est isolant. L'un est laborieux, pour ainsi dire, l'autre essentiellement paresseux. À quoi bon, en effet, travailler, labourer, écrire, fabriquer quoi que ce soit quand on peut emporter le paradis d'un seul coup? Enfin, le vin est pour le peuple qui travaille et qui mérite d'en boire. Le hashish appartient à la classe des joies solitaires. Et il est fait pour les misérables oisifs. Le vin est utile, il produit des résultats fructifiants. Le hashish est inutile et dangereux. Voilà, c'est ainsi que se terminera donc ma lecture de ce fabuleux livre. Je rappelle que les drogues sont dangereuses pour la santé et je vous conseille de vous droguer à l'amour, à la vie et à votre quotidien ou bien au sport, qui sont des drogues bien moins dangereuses et tout aussi créatives et enivrantes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.